À 05h30 heure locale, 3 drones ukrainiens Sea Baby, qui naviguaient tout feu éteint depuis 90 minutes vers une plateforme pétrolière sous contrôle russe transformée en poste de surveillance, ignoraient totalement qu'un hélicoptère russe Ka-52 Alligator venait de les repérer en patrouille à 8 km de distance. En exactement 30 minutes, ce qui avait commencé comme une frappe de drone de routine allait devenir l'une des attaques les plus dévastatrices contre l'infrastructure russe de la mer Noire. L'hélicoptère Ka-52 Alligator vira brusquement et plongea à travers les nuages du matin, apercevant ses cibles pour la première fois à 8 km. 3 formes grises traçant des sillages blancs sur l'eau noire. Aucune réponse du système d'identification ami ou ennemi sur une fréquence russe. Aucun profil reconnu dans ces fiches d'identification. Il s'agissait de navires inconnus s'approchant des eaux occupées par la Russie à vitesse d'attaque. Le pilote inclina violemment l'hélicoptère vers la gauche. Baisse du levier de pas collectif, nez vers le bas. L'appareil passa de 600 mètres à 80 mètres en moins de 30 secondes, dépassant les 260 km/h. Le tireur orienta sa caméra de visée vers les drones et zooma pour un plan plus serré. La formation des Sea Baby restait en colonne serrée, avec 30 mètres entre chaque coque pour minimiser la détection et simplifier la navigation. Le pilote descendit encore plus bas, à 40 mètres d'altitude, troquant la hauteur contre la précision des armes. À cette altitude, il se sentait plus rapide qu'il ne l'était, se rapprochant à une vitesse combinée qui transformait l'engagement en un combat au corps à corps. Il régla le sélecteur d'armement sur le canon, arma le Chiponov de 30 mm que vous voyez ici et s'aligna pour son passage. Le plan était simple. Une passe, une longue rafale, 3 drones, puis retour à la patrouille. Il l'avait déjà fait, mais cette fois était différente. Le tireur pressa la détente. Le nez de l'hélicoptère oscilla légèrement alors que les canons montaient en régime, projetant un flux d'obus incendiaires explosifs de 30 mm devant l'appareil. Les balles traçantes descendirent en ligne droite, s'écrasant dans l'eau en provoquant des geysers d'écume. Sur les caméras des drones, l'océan se transforma en une forêt de pics blancs verticaux. L'opérateur de tête poussa son levier de commande à gauche, puis à droite, puis violemment à gauche de nouveau, brisant la formation et forçant le canon à poursuivre 3 trajectoires divergentes au lieu d'une simple colonne. Les systèmes du Ka-52 étaient conçus pour traquer des chars, pas des motomarines transportant des bombes. Le système Shkval n'avait aucun mal à se verrouiller sur une tourelle de char T-72 à 8 km, parce que le char offre au logiciel quelque chose de solide à saisir. Des angles vifs, des ombres lourdes, de grandes surfaces métalliques que l'ordinateur peut faire correspondre d'une image à l'autre. C'est ainsi que l'autotraceur maintient son réticule collé sur une cible. Un Sea Baby à 2 km n'offrait rien de tout cela. Il n'occupait que quelques pixels sur l'écran, juste une petite forme rebondissant sur une eau implacable. Chaque fois que le système essayait de suivre la proue, les éclaboussures blanches du sillage saturaient l'image et rompaient le verrouillage. Le tireur devait diriger le viseur manuellement, poussant son contrôleur du pouce pour maintenir le réticule sur une cible qui déviait de 10 degrés toutes les quelques secondes. À 260 km/h, une erreur d'1 seul degré signifiait un échec de plusieurs dizaines de mètres. Son radar Arbalest 52 n'était pas d'une grande aide. Il était construit pour suivre des avions et de gros véhicules, pas une minuscule coque enfouie dans les reflets des vagues. Près de la surface, l'image radar s'effondrait en éclats dispersés de retours marins. Trop de bruit, pas assez de cibles. Le radar confirmait que quelque chose était là. 3 objets à 4,5 km, mais ne pouvait donner une solution de tir de qualité sur aucun d'entre eux. Le tireur n'avait que ses yeux et ses suppositions. Les drones avaient le nombre et le temps pour eux. Il resserra ses rafales, les raccourcissant à des pressions contrôlées de 2 secondes pour économiser les munitions et garder le recul gérable. Les obus se rapprochaient. Le pilote remonta pour se replacer. Il se stabilisa un instant, offrant au tireur une plateforme plus stable et s'achetant quelques secondes de répit. Cela ne devrait pas arriver. Le Ka-52 n'était pas un hélicoptère russe comme les autres.
Il était conçu pour dominer les blindés au sol, pas pour jouer à la taupe avec des drones frôlant la surface de la mer. Sa force provenait d'une puissance mécanique brute. 4800 chevaux combinés, entraînant des rotors coaxiaux doubles qui lui permettaient de virer plus serré que la plupart des hélicoptères de l'OTAN. Son ordinateur de vol stabilisait ses pales contre-rotatives avec un pilote automatique numérique capable de maintenir un vol stationnaire dans des vents de 40 nœuds et de garder le nez collé à une colonne de chars, même pendant que le pilote manipulait brusquement le collectif. Mais toute cette puissance reposait sur des suppositions concernant le champ de bataille. Le cerveau du contrôle de tir du Ka-52 était réglé pour des cibles ayant une masse thermique, une géométrie angulaire et un mouvement prévisible. Le genre de signature que les chars et les véhicules de transport de troupes produisent naturellement. Le Sea Baby n'avait rien de tout cela. Les moteurs électriques du drone chauffaient à peine plus que l'eau environnante, ne laissant presque rien à traquer en infrarouge. Et leur silhouette basse, juste 40 à 50 cm au-dessus de la surface, les plaçait dans la pire géométrie d'engagement pour l'hélicoptère. Et c'était là le problème. Chaque système du Ka-52 était optimisé pour de grandes cibles ayant de la masse et de la chaleur, pas pour quelque chose qui apparaissait à peine sur ses capteurs. Chaque Sea Baby que vous voyez ici mesurait environ 5,5 mètres de long, construit à partir d'une coque en fibre de verre à bouchin vif, avec une signature radar à peine plus grande que celle de débris flottants. Avec un tirant d'eau de moins d'un demi-mètre, l'essentiel de son corps se trouvait dans la couche de fouillis marins que les radars maritimes peinent à percer. 2 moteurs électriques de 70 à 80 kW entraînaient un propulseur caréné qui les maintenait silencieux et rapides, de 35 à 40 nœuds en pointe, sans rejeter de panache de chaleur dans l'air. Leur mât de navigation compact contenait une antenne à vue directe double bande, une caméra frontale et un récepteur GPS relié à une unité de navigation inertielle à laser gyroscopique, qui suivait la rotation au millième de degré près. Même sous un brouillage intense, l'ordinateur de bord pouvait maintenir un cap avec une précision impressionnante. Et sous le pont se trouvait un module interne scellé avec son propre circuit d'alimentation, chose que l'équipage de l'hélicoptère ne pouvait voir ni prévoir, mais qui rendrait la défense de la plateforme beaucoup plus difficile que les Russes ne l'imaginaient. Les 3 drones se déplaçaient toujours vers l'est. Désormais, le Ka-52 avait besoin de plus qu'un canon pour les arrêter, car il quittait rapidement sa zone de tir efficace. Il devait sortir les grands moyens. Il grimpa à 200 mètres, s'engageant dans un arc plus large pour établir une géométrie de tir de missile. Le tireur régla le panneau d'armement sur le Vic-1, le missile anti-char à guidage laser qui pourrait tout aussi bien déchiqueter un bateau rapide s'il pouvait maintenir la ligne de mire. Sur le papier, le missile se moquait que la cible ait des chenilles, des roues ou une hélice. En pratique, la zone d'engagement supposait quelque chose de plus grand qu'un robot en fibre de verre. Le réticule du Jgval retrouva le Sea Baby de tête. Le tireur entendit la tonalité continue dans son casque, sentit l'appareil se stabiliser alors que le pilote lui offrait la plateforme la plus fluide possible. Distance, 3,2 km. Vitesse de rapprochement, un peu moins de 100 mètres par seconde au total. Cela leur laissait à peine 30 secondes entre le lancement et le survol. Assez sur un terrain d'essai, mais peu sur une eau grise avec une cible qui considérait une ligne droite comme une simple suggestion. Il pressa la détente de lancement. Le Vicre tomba du rail, le moteur s'allumant 1 seconde plus tard. Du point de vue de l'opérateur du drone, cela ressemblait à un point lumineux accélérant dans le ciel, traçant une ligne droite vers leur coque. La routine d'évasion du Sea Baby n'était pas aléatoire. Lors de l'entraînement, les opérateurs avaient appris ce qui brisait parfois le verrouillage des armes à guidage laser. Des changements de cap courts et soudains, à intervalles irréguliers. Jamais le même rythme 2 fois. Juste assez pour faire dévier le point de visée d'une coque qui existait à peine pour les capteurs. Le Vicre essaya de rester dans le faisceau laser, une boîte étroite de lumière laser que le missile utilise pour se guider vers la cible. Sur un terrain calme, cela fonctionne. Sur l'eau libre, le faisceau saute à chaque ondulation. Le missile passa à quelques mètres du Sea Baby, assez près pour projeter de l'eau sur son pont, puis explosa en pleine mer.
L'onde de choc secoua le drone, mais sa coque et son montage interne toléraient plus de dommages que sa forme ne le suggérait. La formation s'était dispersée sous le feu, mais les 3 coques continuaient de faire route vers l'est. L'écran du tireur se remplit de chaleur et d'écume provenant de l'impact manqué. Pendant un instant, les 3 contacts furent perdus dans l'éclat. Quand les capteurs s'éclaircirent, il vit les Seababy plus écartés qu'avant, chacun sur sa propre trajectoire, convergeant tous vers le même cap général en direction de la plateforme pétrolière russe. Il vérifia les missiles restants, les munitions et le carburant. Il ne pouvait plus rester. Il devait partir maintenant ou il rentrerait à la nage. Il actionna la radio, avec un goût de défaite. Contrôle de Sébastopol, ici Pélican 4. 3 contacts de surface toujours actifs. Continue vers le sud-est à 40 nœuds. Position à 35 km au nord-ouest de Sich. Incapable de poursuivre l'engagement, retour à la base. La réponse grésilla avec une frustration à peine dissimulée. Reçu Pélican 4. Transmission à Zach. Ils seront prêts. Les 3 Seababy se réalignèrent en une ligne de front lâche et continuèrent leur route invisible à travers l'ouest de la mer Noire. En moins d'une demi-heure, ces mêmes coques grises approcheraient de la plateforme. Mais les Russes étaient maintenant prêts. Alors que les drones approchaient de la plateforme, leurs opérateurs ne pouvaient pas la voir. Mais les Russes avaient bricolé une suite de guerre électronique sur la plateforme pour lui donner un semblant de protection contre les drones. Le seul problème est que ce système était aussi utile qu'un parapluie dans une piscine. Le système Pôle 21 de la plateforme ne payait pas de mine. 4 modules d'antennes montés sur les pieds de la plateforme, chacun pas plus grand qu'une boîte à chaussures, reliés à une unité de contrôle dans la salle technique qui ressemblait à une bête serveur des années 1990. Prétendument, le Pôle 21 pouvait bloquer la navigation GPS sur 25 km dans toutes les directions, forçant tout ce qui dépendait des satellites à devenir aveugle. En théorie, cela devrait arrêter les drones guidés par GPS dans leur élan. En théorie. L'opérateur de guerre électronique surveillait ses écrans depuis 6 heures d'affilée, lorsqu'il observa son analyseur de spectre alors que les Seababy approchaient à 15 km. Le Pôle 21 diffusait déjà 100 watts de bruit centré sur les bandes GPS, une puissance suffisante pour noyer les signaux satellites qui arrivaient à moins 160 décibels-watts. Des murmures venus de l'espace en compétition avec un porte-voix. Son écran affichait la bulle de brouillage, un cercle vert parfait sur la carte. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur devait être incapable de naviguer. Exactement comme prévu, le récepteur GPS du Seababy de tête s'éteignit à 14 km. 9 contacts satellites disparurent de l'écran de l'opérateur à Odessa. Mais dans cette dernière seconde avant la perte du signal, l'ordinateur du drone saisit une ultime position fixe. Cela devint le point zéro pour tout ce qui suivit. Le drone ne s'arrêta pas, ne tourna pas en rond, il continua d'avancer. Désormais, le Seababy naviguait comme les marins le faisaient avant les satellites, à l'estime à partir d'une position connue. 3 gyroscopes à laser, chacun de la taille d'un palais de hockey, suivaient chaque rotation au millième de degré près. L'ordinateur de bord faisait les calculs 30 fois par seconde. Parti d'ici, déplacé dans cette direction à cette vitesse pendant autant de temps. Donc, maintenant ici. L'opérateur à Odessa regarda son écran de navigation changer. La ligne verte continue, montrant la trace GPS, devint une estimation en pointillés jaunes. Des chiffres dans le coin montraient l'erreur accumulée. 10 mètres après 1 minute, 25 mètres après 2 minutes. Au moment où ils atteindraient la plateforme, la navigation à l'estime, une vieille méthode de navigation qui estime la position en combinant le cap, la vitesse et le temps, au lieu d'utiliser des satellites, serait décalée d'environ 150 mètres. Sauf que la plateforme mesurait 100 mètres de large et était éclairée comme Las Vegas. C'était suffisant pour le travail à accomplir. Mais il ne comptait pas uniquement sur l'estime, ce serait stupide. Le récepteur du Seababy pouvait également surveiller GLONASS, le propre système GPS de la Russie, sur des fréquences que le Pôle 21 ne touchait pas, 1602 MHz et 1246 MHz. Brouiller ces fréquences aveuglerait chaque unité russe dans un rayon de 25 km, y compris les propres hélicoptères de la plateforme.
Le signal GLONASS était plus faible, avec seulement 4 satellites visibles au lieu des 9 du GPS. La précision de la position tombait à 20 mètres au lieu de 2. Mais 20 mètres valait mieux qu'une erreur accumulée. L'écran de l'opérateur montrait les 2 tracés. La ligne pointillée jaune de l'ESTIM et une ligne rouge floue provenant du GLONASS. Lorsqu'elle divergeait de plus de 50 mètres, il faisait confiance au GLONASS. Quand le GLONASS tombait à 3 satellites et perdait la position, il faisait confiance à l'ESTIM. Ensemble, ils le maintenaient sur la cible. L'opérateur russe de guerre électronique se pencha en avant, la confusion remplaçant la confiance. Son brouillage était parfait. Un déni total du GPS vérifié sur toutes les fréquences de la bande L. Pourtant, la trace radar montrait 3 contacts maintenant leur cap, la vitesse ne faiblissant jamais. Il devrait être perdu, devrait tourner en rond, devrait être immobilisé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à 8 km, tout changea à nouveau. La caméra du Seababy de tête pouvait maintenant voir clairement la plateforme dans la lumière du matin. L'opérateur à Odessa passa à la navigation visuelle en utilisant la plateforme elle-même comme point de référence. Les feux de navigation, rouge à bâbord, vert à tribord, les projecteurs blancs sur l'hélisurface, lui donnaient l'orientation. Le mât radar servait de référence pour l'altitude. Le champ de vision de la caméra était de 68 degrés à l'horizontale. La plateforme en occupait 12, à 8 km, grandissant à chaque seconde. Comme juger la distance d'une voiture par la place qu'elle occupe sur votre pare-brise. Pendant ce temps, le pôle 21 était en train de griller. L'air salin rongeait l'amplificateur depuis le jour de son installation. Les ventilateurs de refroidissement étaient bouchés par du sel cristallisé, qui se formait plus vite qu'on ne pouvait le nettoyer. La température du système avait dépassé 70 degrés Celsius, puis 75. À 80 degrés, la protection thermique aurait dû s'activer, mais l'opérateur l'avait désactivée. Ordre d'en haut, maintenir le brouillage coûte que coûte. À 82 degrés, les choses devinrent intéressantes de la pire des manières. L'amplificateur numéro 3 ne s'éteignit pas proprement. Il lâcha prise violemment, envoyant 300 volts à travers des circuits conçus pour 50. La protection contre les surtensions se déclencha, sauvant les autres unités, mais un quart de la puissance de brouillage disparut instantanément. La zone de couverture passa d'un cercle à une forme de trèfle à 3 feuilles. Par accident ou grâce aux renseignements ukrainiens, les Seababy s'approchaient par l'espace entre les feuilles où la puissance de brouillage chutait de 15 décibels. La différence entre un cri et un murmure. C'est le moment que les Seababy de queue choisirent pour révéler leur surprise. Des tubes pneumatiques s'ouvrirent. 8 drones de course FPV furent lancés dans l'air matinal, les hélices tournant déjà. Cela n'avait besoin ni de GPS, ni de GLONASS, ni d'aucun satellite. Ils naviguaient purement par flux vidéo. Les opérateurs voyaient ce que le drone voyait, le pilotant comme un jeu vidéo vers l'énorme plateforme qui remplissait leurs caméras. Le pôle 21 aurait tout aussi bien pu essayer de brouiller des signaux de fumée. L'opérateur russe vit 8 nouveaux contacts apparaître sur son écran, s'élevant au-dessus de la surface de la mer. Il savait exactement ce qu'ils étaient. Il savait que le pôle 21 ne pouvait pas les arrêter. Les tireurs de mitrailleuses PKM sur le pont allaient devoir mériter leur solde de combat à la dure. Le sergent des forces spéciales qui tenait la PKM de la Tour Nord en avait une grande expérience. Il avait déjà vu des attaques de drones, mais c'étaient des quadricoptères commerciaux larguant des grenades à main. Ceux-là bougeaient différemment, avec détermination, comme s'ils savaient exactement où se trouvaient les points faibles. Il fit pivoter la mitrailleuse et ouvrit le feu à 500 mètres. La probabilité de toucher un drone de course n'était guère meilleure que celle de recevoir réellement de l'argent d'un prince nigérian. Mais cela ne l'empêcha pas d'essayer. L'arme dévora sa bande de 200 cartouches en 18 secondes. Le canon devint rouge vif. Après 600 coups continus, les rayures du canon commencent à fondre. La précision passe de « peut-être » à « oublie ça ». Avant même d'en arriver là, les drones s'étaient déjà séparés, comme un jeu de cartes mélangé par un croupier. 3 à 200 mètres, 2 bas sous le niveau du pont de la plateforme, 3 autres narguant les tireurs au niveau du pont. Chaque tireur choisit sa propre cible,
créant un spectacle de balles traçantes qui aurait été magnifique s'il n'était pas si inutile. Les drones FPV passèrent à travers sans sourciller. Le premier quadricoptère de course trouva l'antenne radar FK2. Ces 300 grammes d'explosifs RDX transformèrent l'antenne en art abstrait. 3 millions de roubles d'électronique de précision froissés comme une canette de soda. Le deuxième drone s'écrasa sur l'antenne de liaison satellite, coupant la communication principale de la plateforme avec Sébastopol. Le troisième trouva une position de mitrailleuse PKM. L'explosion fut petite, mais suffisante pour la détruire. 2 autres frappèrent les fenêtres des quartiers de l'équipage, l'un après l'autre, allumant des incendies qui brûleraient sans contrôle. C'étaient de petites explosions, mais partout à la fois, elles occupaient chaque défenseur avec ses propres problèmes. Pendant tout ce chaos, le Sea Baby de tête continuait d'avancer. Il percuta l'un des piliers de soutien à 35 nœuds. L'explosion fut massive. 2000 kg de RDX détonnant contre l'acier. Toute la plateforme trembla, mais quand la fumée se dissipa, le pied était toujours debout. Il fallait un deuxième Sea Baby pour en finir. Puis, juste au moment où le deuxième Sea Baby approchait à 200 mètres, une équipe de lance-roquettes prit position. Le tireur épaula un RPG-7. Le viseur optique trouva le centre de la cible, un rectangle gris rebondissant dans les vagues. Inspiré, bloqué, pressé. Un sifflement. La roquette accéléra à 300 mètres par seconde. La charge creuse de la roquette pourrait percer 500 mm de blindage. Elle devrait transformer un drone en fibre de verre en confetti. La charge explosa contre l'eau à quelques mètres du côté droit du Sea Baby. Quand elle se dissipa, tout le monde s'attendait à voir des débris. Le drone était toujours là, avançant toujours, penchant fortement. Le pont était inondé. Il avançait à 2 nœuds, mais il avançait. Voici ce que les Russes ne savaient pas. Les ingénieurs ukrainiens avaient appris de chaque échec précédent. Chaque drone qui avait presque réussi leur avait appris quelque chose. La charge de combat, 2000 kg de RDX de qualité militaire, assez pour transformer un quartier de ville en souvenir, se trouvait dans un tube d'acier sous la ligne de flottaison. Plusieurs millimètres de plaques de blindage AR500 l'entouraient. La coque au-dessus était sacrificielle. 5 compartiments étanches avec des zones de déformation entre eux. Le RPG avait fait exactement ce qu'il était censé faire. Percer la coque extérieure, inonder un compartiment, mettre hors service le moteur principal. Le drone semblait fini. Mais le moteur de secours, une unité de machine à laver à l'arrière avec sa propre batterie, continuait de tourner. 2 nœuds, une vitesse de marche. Peu importait, la ligne d'arrivée était à 50 mètres. Les Russes jetèrent tout ce qu'ils avaient. Les balles de mitrailleuses frappaient l'eau tout autour. Les fusils AK-74 se joignirent au tir. Leurs balles de 5,45 mm étant aussi utiles que des boulettes de papier contre de l'acier conçues pour résister à des charges creuses. Un autre RPG passa à côté. Le tireur se précipitant, effrayé, les mains tremblantes, explosant bien avant le drone. Le Sea Baby rampait vers l'avant. Sa caméra fissurée montrait la plateforme grandissant. L'opérateur maintenait le cap en utilisant les propres feux de navigation de la plateforme comme référence. Puis vint le contact. L'explosion souleva le coin nord-ouest de la plateforme de 15 cm. 2000 kg de RDX en contact direct avec le pilier de soutien. Le pied en acier de 50 cm de diamètre, conçu pour une charge verticale de 10 000 tonnes, se plia comme un sac en papier mouillé. La plateforme pencha immédiatement de 8 degrés, puis 10. Des alarmes hurlèrent à des fréquences qui ignoraient vos oreilles pour frapper directement votre colonne vertébrale. Les ingénieurs soviétiques de 1987 avaient conçu ces plateformes pour survivre à une défaillance unique. Une bombe, un accident, un mauvais jour. Leurs ordinateurs fonctionnant avec des processeurs plus faibles qu'une calculatrice moderne n'avaient jamais modélisé d'attaque coordonnée sur plusieurs éléments porteurs. Les entretoises en K entre les pieds, censées partager le poids comme de bons communistes, partageaient maintenant la destruction. Elles transmettaient des forces que la structure n'était jamais censée supporter, transformant des dommages localisés en une défaillance systématique. 15 degrés d'inclinaison, 18, 20.
Le centre de gravité, normalement situé entre 4 pieds comme une table, dépassa le point de basculement. Le système de ballast, capable de gérer 5 degrés en pompant de l'eau entre les réservoirs, hurlait des alarmes de pompage alors qu'il tentait de lutter contre la physique. La physique a gagné. Et quelque part à Moscou, des généraux regarderaient des photos satellites de leur plateforme insubmersible, devenue un danger pour la navigation, se demandant comment ils avaient perdu la mer Noire face à une nation qui n'a pas de marine. À bientôt!